Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. J'avais à peine 8 ans, lorsque les armées allemandes envahirent la France. Persuadées que cette guerre décisive marquerait le triomphe de l'idéologie nazie, les forces d'occupation du Troisième Reich ne tardèrent pas à mettre en œuvre une politique méthodique de nettoyage ethnique. Des franges entières de la population, les juifs, les tziganes, les communistes, devinrent les cibles d'une campagne de vexation, d'intimidation, d'interdiction, prélude à l'extermination. De tous ces groupes cependant, les juifs eurent droit au sort le plus cruel. Ils furent d'abord soumis à un ensemble de règles discriminatoires, puis arrêtés par la police et déportés dans des camps de concentration où la plupart furent impitoyablement assassinés. Cette persécution se poursuivit jusqu'au dernier jour de la guerre. Plus de 75 000 juifs, dont 14 000 enfants, furent déportés de France et seuls quelques milliers eurent la chance de survivre à la tourmente. Afin de nous protéger, mon jeune frère et moi, ma mère décida de nous envoyer à la campagne. Elle nous confia à des fermiers d'un village isolé de Normandie. Elle nous donna pour consigne de ne jamais révéler à quiconque que nous étions d'origine juive, et même les fermiers qui avaient bien voulu nous prendre en charge n'avaient pas connaissance de notre identité réelle. Ce fait, à lui seul, aurait pu les mettre en danger vis-à-vis des autorités. Nous enfouîmes ainsi notre judéité à l'intérieur de nos cœurs, pour prétendre que nous étions catholiques, comme tous les autres enfants de la région. Plus tard, cette expérience devait me motiver à rechercher l'histoire de ma famille et la communauté dont elle était issue, pour finalement me consacrer à l'étude de la religion juive. Ainsi, aussitôt après avoir passé le brevet élémentaire, je m'inscrivis au séminaire israélite de France de la rue Vauquelin à Paris. C'est le récit de mon enfance et adolescence que je propose de raconter dans ces pages. Je tenais à ce que mes arrière-petits-enfants sachent ce qui était arrivé à l'un de leurs ancêtres. En effet, quand j'ai essayé de retracer la vie de mes aïeux, je n'ai moi-même trouvé aucune information quelle qu'elle soit, pas même une lettre ou une inscription tombale. C'est pourquoi j'ai tenu à laisser à mes descendants un témoignage écrit de ma propre main. Les faits et noms qui sont mentionnés dans ce livre sont véridiques, au plus près de ma capacité à les restituer. Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes de bonne volonté qui ont veillé à mon bien-être durant cette période difficile, et qui m'ont protégé de la fureur de l'ennemi, souvent au risque de leur vie. Je veux rendre hommage à ma mère, pour le courage et le dévouement dont elle a fait preuve à l'égard de ses parents et de ses enfants. Elle est sans aucun doute la véritable héroïne de cette histoire. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à M. Santo Capon qui m'a aidé à traduire le texte original de l'anglais, et à M. Emmanuel Eman qui a eu l'amabilité de bien vouloir relire le manuscrit et suggérer les corrections nécessaires à la clarté de ce dernier. Je n'aurais jamais pu compléter cet ouvrage sans leur assistance précieuse. Léo Michel Abrami. Sun City West, Arizona. Le 15 mars 2010. 1. Bagnolet. Bien avant l'occupation de la France par les Allemands, des préjugés racistes commencèrent à se répandre dans toute l'Europe. Mon nom de famille, aux résonances à la fois polonaises et juives, incitait certains de mes camarades de classe à me tourmenter par de cruels quolibets. Fous le camp, sale youpin, et retourne dans ton pays. Les juifs sont tous des traîtres. Je me demandais à quel pays ils faisaient allusion. Je ne connaissais aucun autre pays que la France. Ma mère, mon frère et moi étions tous français de naissance. Je ne comprenais pas non plus pourquoi ils m'accusaient d'être un sale youpin. Je pensais me conformer à l'usage de mes camarades de quartier, qui consistait à prendre une douche au bain public 1 ou 2 fois par semaine. Il est vrai que mes grands-parents avaient été des immigrants, mais non des traîtres. Mon grand-père s'était porté volontaire pour servir dans l'armée française durant la Grande Guerre, et avait même été décoré pour son courage et sa bravoure. À ses funérailles, les anciens combattants de la commune avaient rendu un hommage émouvant à leur compagnon d'armes, et lui avaient exprimé leur gratitude pour avoir fait de la France sa patrie d'adoption. Bien que fils de rabbin, Leib Abramovski avait choisi de devenir installateur en chauffage central plutôt que de suivre les traces de son père. Quand il se porta volontaire dans l'armée, il fut incorporé dans une unité chargée de la maintenance du matériel militaire.
il passa 3 années à réparer des canons et des armes légères, à proximité immédiate de la zone des combats. Ses camarades de service savaient de quel bois il se chauffait, et aucune propagande anti-juive n'aurait pu les effleurer. Suivant l'usage des anciens combattants de notre commune, une messe fut dite à l'église en sa mémoire. Ma grand-mère Lotta, qui n'avait pas eu la chance de fréquenter une école publique dans son village letton, avait eu recours à un précepteur privé pour parfaire son éducation. À l'âge de 18 ans, elle apprit à lire et à écrire le letton, le russe, l'hébreu et le yiddish. Elle avait en permanence auprès d'elle un livre afin d'en parcourir quelques pages dans ses moments libres. À l'occasion des fêtes juives du Nouvel An et du jour du Grand Pardon, elle avait coutume d'inviter à la maison quelques voisines et de lire avec elles, en yiddish, les commentaires des principales prières. Ma mère Anna était née à Paris en 1903. Elle avait fréquenté l'école publique, et bien qu'ayant dû se passer d'études universitaires, elle avait pris durant plusieurs années des cours du soir au sein de diverses institutions. Elle était d'une profonde religiosité et fréquentait la synagogue régulièrement. Elle prit soin de ses parents jusqu'à leur dernier souffle et fit de son mieux pour nous élever, mon frère et moi, tout en travaillant afin de faire bouillir la marmite. C'est à Nice, lors de ses vacances, qu'elle fit la connaissance de mon père. Il avait été invité à donner un récital de violoncelle à la synagogue principale, à l'occasion de sa nouvelle consécration. Mes parents se marièrent quelques mois plus tard, et je vins au monde l'année suivante. Malheureusement, leur union ne dura pas longtemps. Mes parents se séparèrent alors que ma mère était enceinte de mon frère cadet. Mon père, David Zakharin, était né à Gomel, en Biélorussie. Il étudiait le droit à l'université de Kiev quand éclata la révolution bolchevique. Il s'impliqua rapidement dans la mouvance menchevique du Parti social-démocrate. Comme beaucoup de gens à cette époque, il espérait que la révolution instaurerait un régime nouveau, soucieux des droits de l'homme et appliqué à faire disparaître les discriminations anti-juives. Lorsque Léon Trotsky, qui avait appartenu aux mencheviks, fut banni puis exilé loin de sa patrie et par la suite assassiné au Mexique par les sbires de Staline, mon père connut découragement et désillusion. Il abandonna ses études de droit et se consacra à la musique. Il se rendit à Rome auprès de son oncle et sa tante, afin d'y poursuivre l'apprentissage du violoncelle. Avant la guerre, j'étais élève de 11e à l'école de la rue Sadi Carnot à Bagnolet, banlieue à l'est de Paris. Ma mère, mon frère cadet et moi vivions avec mes grands-parents maternels dans une maison de briques à 2 étages que mon grand-père avait construite de ses propres mains. Au même titre que les enfants de mon voisinage, je jouais dans la rue avec mes camarades après la classe. Ma grand-mère avait un œil sur mon frère et moi, alors que ma mère travaillait en ville. Toutefois, le lundi après-midi, ma mère rentrait tôt à la maison, pour m'amener au Fleischmann Beth Amidrash, petite synagogue dans le Marais, l'ancien quartier juif de Paris. Mon précepteur, un vieux professeur d'hébreu d'origine russe, arborant barbe blanche et calotte noire, m'enseigna les lettres de l'alphabet hébraïque. De temps à autre, il s'endormait au cours de la leçon. Lorsqu'il émergeait de son sommeil, il me demandait de lui rappeler à quelle page nous en étions dans notre manuel avant qu'il ne s'assoupisse. J'appris à lire l'hébreu en quelques mois, et je m'apprêtais à commencer l'étude de la Torah, quand l'imminence de la guerre nous força d'interrompre ces leçons privées. Les week-ends, toute la famille se rendait souvent au parc pour quelques heures. Ma grand-mère s'asseyait sur un banc et suivait des yeux les gamins qui jouaient. Quelquefois, elle tricotait des chaussettes pour ses petits-enfants. Quant à ma mère, elle nous suivait du regard, tout particulièrement quand nous étions sur les balançoires et les manèges. Un jour, j'observai un père attentionné qui jouait avec son fils sur la place de jeu. M'approchant de ma mère, je lui posai la question. « Maman, je voudrais te demander quelque chose au sujet de mon père. Ressemblait-il à ce monsieur ?» Ma mère hésita avant de me répondre, soupesant chaque mot. « Ton père était très beau. Il avait l'air d'un professeur. » « Était-il grand ?» demandai-je à ma mère. « Oui, il était aussi grand que cet homme. » « Aurais-tu une photo de lui, à me montrer ?» « Je n'en suis pas sûre, » répondit ma mère avec hésitation. « Dis-moi maman, sait-il que j'ai déjà 7 ans ? Je suis certaine qu'il serait fier de toi, mais vois-tu, il nous a quittés quand tu avais juste 1 an. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé par la suite. » Je mis fin à cette conversation,
car à l'expression de ma mère, je compris à quel point mes questions évoquaient pour elle de tristes souvenirs. À l'école, lorsque mes camarades de classe m'interrogeaient au sujet de mon père, je leur disais qu'il était mort depuis des années. Comment leur expliquer que mon père nous avait quittés, et que depuis je n'avais plus entendu parler de lui? 2. L'invasion allemande. Dès le moment où je sus lire les grands titres des journaux, je perçus qu'un nom apparaissait de plus en plus souvent sur les premières pages, celui d'Adolf Hitler, le Führer du Troisième Reich. Son portrait s'étalait souvent à côté d'un paragraphe en caractères gras, agrémenté d'une carte de l'Europe traçant de grosses flèches noires déployées aussi bien vers l'Est que vers l'Ouest. La presse annonçait qu'Hitler avait signé un accord consacrant l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Bafouant les promesses faites à plusieurs reprises, les Allemands déclarèrent la guerre à la Pologne et l'envahirent au terme d'une guerre éclair à laquelle personne ne s'attendait. Puis, ils se tournèrent vers l'Ouest afin d'envahir la Hollande et la Belgique. Ils avançaient dorénavant vers la France, sans apparemment rencontrer de résistance importante. J'étais trop jeune pour estimer la véritable portée des événements qui se tramaient autour de nous, mais je comprenais à quel point ils préoccupaient les adultes. Les Allemands franchirent la ligne Maginot, une fortification sophistiquée qui avait été érigée pour protéger la France d'une éventuelle invasion venant de l'Est. L'armée française fut incapable de contrecarrer cette incursion massive. De nombreux soldats battirent en retraite et d'autres furent capturés. La presse et la radio prédisaient l'imminente défaite de la France et préparaient la population à vivre des temps difficiles. Les tonnerres de la guerre se faisaient de plus en plus proches, jusqu'à éclater bientôt en plein cœur de la capitale. En ce mois de mai 1940, alors que l'armée allemande s'approchait de Paris, la panique s'empara des habitants et beaucoup choisirent de fuir la ville. De nombreux parents envoyèrent leurs enfants au loin, dans des endroits moins exposés à la campagne. Ma mère s'arrangea pour que nous puissions partir pour le sud-ouest de la France avec les enfants de notre commune. Tôt le matin, elle nous mena à la gare, nous mêlant à un groupe de jeunes en partance pour l'île d'Oléron, direction Bordeaux. Je n'avais encore jamais pris le train, et le voyage s'annonçait comme une grande aventure. Au cours du trajet, qui dura pratiquement un jour entier, je vis défiler plus de paysages que j'avais pu en connaître jusque-là. Nous sommes passés près de villes et villages, avec leurs clochers et les maisons rangées tout autour de l'église et des prairies où le bétail paissait dans une quiétude bucolique. Nous arrivâmes à La Rochelle en fin d'après-midi, pour continuer le voyage en bus. Un ferry-boat nous transporta sur l'île d'Oléron, à quelques encablures du continent. L'île était recouverte de verdure, de petits bois, de maisons isolées et de quelques villages aussi. Nous étions cernés par l'immensité bleue de l'océan et les étendues dorées de ses plages. Le panorama me rappelait les images que j'avais observées dans un magazine à l'école. Nous étions nombreux, et ce camp de vacances n'avait pas été prévu pour autant d'enfants. Mais à la guerre comme à la guerre, les organisateurs firent au mieux pour y installer les gamins provenant de la capitale. Chacun d'entre nous reçut sa place au sein d'un grand dortoir. Nos vêtements et autres affaires personnelles devaient être rangés sous nos couchettes, car sinon, il n'y aurait pas eu de place pour circuler. Il fallait faire la queue en bon ordre pour aller aux toilettes ou accéder aux douches. Les repas faisaient l'objet de 2 services dans le réfectoire. Nous étions bien trop nombreux pour être tous servis en même temps. Presque chaque jour nous allions à la plage pour y jouer des heures durant, bâtir des châteaux de sable et ramasser des coquillages. Certains d'entre nous s'aventuraient dans l'eau, sous l'œil attentif de nos moniteurs, mais la plupart des enfants de mon âge s'abstenaient de trop s'éloigner du rivage, car nous ne savions pas nager. Nous nous la coulions douce et entonnions en chœur des chansons populaires, marchant 3 par 3 en chahutant joyeusement à l'aller comme au retour. Nous savions qu'une guerre sévissait dans le pays, mais ici sur la plage et dans la colonie de vacances, rien ne pouvait troubler nos jeux d'enfants. Tout semblait aller pour le mieux lorsqu'un malheureux incident me causa beaucoup de peine et d'angoisse. Alors que nous étions tous rassemblés dans le préau, un soir, le responsable des activités sportives prononça mon nom et demanda que je m'avance. Il fit quelques remarques désobligeantes à propos des Juifs, puis abaissa ma culotte afin d'exposer ma nudité aux yeux de tous. « Tu n'es rien qu'un petit Juif auquel on a arraché le prépuce. » Les enfants pouffèrent de rire et je me sentis humilié, embarrassé à l'extrême.
Il est vrai qu'en ce temps-là en France, seuls les Juifs étaient circoncis. Je ne m'en étais jamais rendu compte, jusqu'à ce jour. Sans doute, mon nom avait-il mis la puce à l'oreille de ce moniteur quant à mon identité juive et à ma probable circoncision. Le directeur et les éducateurs du camp savaient que ce moniteur de sport était membre d'une milice française ayant épousé l'idéologie nazie. Mais ils n'osèrent s'exprimer au sujet de cet incident, de peur qu'en tenant tête à leurs collègues, ils ne soient dénoncés aux autorités. Personne ne prit la peine de me consoler, pour m'aider à surmonter l'humiliation que j'avais ressentie. Il a fallu que je gère seule la rancœur d'une telle infamie. Dans mes prières ce soir-là, je demandais à Dieu de me protéger contre ces méchants qui sans raison valable voulaient me faire du mal. Après cette explosion haineuse, le moniteur me laissa tranquille et les enfants semblaient avoir oublié cet incident. Nous sommes restés 2 mois dans ce camp de vacances. Quand toute résistance à l'armée allemande cessa, nous sommes retournés chez nos familles respectives en banlieue parisienne. Dorénavant, il nous fallut apprendre à vivre sous la botte des Allemands. Peu de temps après notre retour dans la capitale, les autorités françaises qui agissaient au nom de l'occupant ordonnèrent aux Juifs d'aller se faire recenser à la mairie. J'accompagnai ma mère au bureau d'état civil de la mairie de Bagnolet. Le fonctionnaire chargé de cette tâche lui demanda de remplir un questionnaire et de produire sa carte d'identité. Il l'estampilla du mot juif, puis nous fit comprendre que nous pouvions nous en aller. Quelques semaines plus tard, les autorités publièrent un nombre d'ordonnances limitant les faits et gestes des Juifs. Selon ces lois, nous n'avions plus le droit de déambuler dans certains quartiers, d'aller au cinéma, aux concerts, dans les musées ainsi que dans les stades, ni de voyager hors de la ville sans autorisation. Nous n'avions d'accès au magasin qu'à certaines heures. Au marché entre 11h et midi, dans les autres commerces entre 3 et 4 heures de l'après-midi, lorsque les articles convoités avec ou sans coupon de rationnement étaient déjà vendus. Défiant cette ordonnance, ma mère et moi allions souvent très tôt le matin au marché sur la place de la mairie. Nous faisions la queue pendant des heures devant l'étal d'un marchand ou un autre, avec l'espoir de dégoter du poisson ou quelques légumes. Un matin, ma mère se leva de bonne heure et voulut s'assurer que sa propre mère et ses enfants dormaient calmement. Elle découvrit alors que mon frère n'était pas dans sa chambre. Elle le chercha en vain dans la cour et la rue. Il lui vint alors à l'idée qu'il aurait pu aller au marché ouvert du jeudi. Elle se précipita vers la place de la mairie et trouva mon frère dans la file d'attente, à demi endormi, tenant à peine sur ses pieds. Il avait voulu nous faire la surprise en achetant un poisson pour toute la maisonnée. Ma mère le réconforta et le rejoignit dans la queue jusqu'au moment où il put enfin acheter le fameux poisson avec son argent de poche. Les Juifs n'avaient plus le droit de se faire employer ou de posséder un commerce. Les magasins et fabriques leur appartenant furent saisis, et les autorités y placèrent des administrateurs ariens non juifs. La boutique de mode de notre cousin Maurice fut réquisitionnée, et ma mère perdit son emploi. Ses économies furent vite épuisées, alors elle fut contrainte de lutter au quotidien pour pourvoir aux besoins de la famille. Nous ne parvenions à comprendre pourquoi ces mesures injustes avaient été décrétées. Afin de conserver l'estime de nous-mêmes et préserver notre équilibre psychologique, nous nous persiflions de ces lois restrictives, dans l'espace privé de notre foyer. Des anecdotes amusantes commençaient à circuler parmi les Juifs, relatant l'expérience malheureuse de ceux qui parmi nous recherchaient désespérément un travail. C'est ainsi que j'entendis le premier trait d'humour juif de ma vie. C'est l'histoire d'un Juif à l'affût d'un emploi, et qui remarque une annonce suivante au fronton d'un cirque ambulant: « Nous recherchons un homme courageux pour un travail à mi-temps. » Homme dénué de courage, s'abstenir. Le Juif se présente et le directeur du cirque lui demande: « Dites-moi, monsieur, êtes-vous cet homme intrépide qui ne craint pas le danger ? Sachez, monsieur, que je suis prêt à faire n'importe quoi pour gagner ma croûte. Je serai aussi courageux qu'il est possible de l'être. Dans ce cas, je vais vous dire pourquoi j'ai besoin d'une personne aussi brave. Comme vous pouvez le voir sur notre affiche, j'ai annoncé au programme de ce soir le combat entre 2 lions. Mais un problème majeur est apparu. Un de mes lions est tombé malade hier, de sorte que j'ai besoin de vous pour le remplacer. Nous allons vous revêtir d'une peau de lion, vous apprendre à marcher, vous apprendre à rugir à la manière d'un lion. Ensuite,
Lorsque vous serez attaqué, vous n'aurez qu'à vous battre comme un véritable lion. Vous réalisez sans doute qu'un danger est lié à cette activité, mais la paye est en conséquence, 500 francs la soirée. Êtes-vous toujours d'accord pour ce job? Le Juif réfléchit un court instant, puis accepte la proposition. Après avoir subi 1 heure d'entraînement, il est jugé fin prêt pour le rôle. Le soir arrive, il a revêtu la défroque d'un lion. Après quelques flonflons, le directeur du cirque annonce le plus extraordinaire des combats, celui qui va opposer 2 lions. Le premier lion pénètre sur scène et se dirige lentement vers le centre de l'arène. On ouvre alors la seconde porte, et le second lion s'engage sur la piste et avance lentement vers l'autre lion. Arrivant tout près de lui, sa peur d'être dévoré est telle qu'il récite les premières paroles de la prière du schéma, ce passage du Deutéronome que chacun est censé réciter avant de mourir. À peine a-t-il dit « Écoute Israël », que l'autre lion lui répond tranquillement avec les derniers mots du même verset. « L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». C'est ainsi que nous rions et essayons de trouver quelque réconfort, en plaisantant à propos de nos misères. Les nazis et leurs collaborateurs prenaient soin de répandre les mensonges les plus absurdes au sujet des Juifs. Nous étions accusés non seulement d'être des individus sans scrupules, mais encore d'avoir fomenté la guerre afin d'en tirer bénéfice. Certains journaux publiaient d'horribles caricatures montrant des Juifs aux lèvres épaisses et au nez crochu, s'apprêtant à installer leur domination sur le pays. Les commentateurs de la radio n'hésitaient pas à marteler leur slogan plein de haine. Les Juifs ont trahi notre confiance. Ils veulent nous dominer. Ils ne sont que des parasites qu'il faut à tout prix éliminer. À chaque fois que j'écoutais ces accusations délirantes, je ressentais de la honte d'appartenir à une engeance aussi décriée. Quel crime odieux ma famille avait-elle pu commettre, me demandais-je souvent, pour qu'ils nous qualifient ainsi de crapules et de parias? Ma mère n'accepta jamais ces calomnies, et elle s'empressait de les rejeter. Nous avons toujours été de loyaux citoyens français, disait-elle, et il ne nous viendrait jamais à l'idée de nous comporter avec tant d'ingratitude envers ceux qui furent si bienveillants envers nous lorsque nous étions des immigrés sans le sou. Elle avait coutume de nous instruire des contributions apportées par les Juifs à la France, dans le domaine de la science et de la médecine, de l'industrie et du commerce. Nous apprenions que la famille Rothschild avait édifié de nombreux hôpitaux et cliniques, homes pour personnes âgées, orphelinats et organisations sociales en France et dans d'autres pays européens, dans le but d'aider les défavorisés, tous les défavorisés. Notre mère faisait ainsi tout son possible pour nous rassurer et désamorcer à nos yeux les ignobles mensonges colportés par la radio et les journaux. Elle nous disait souvent : « La guerre sera bientôt finie, nous pourrons alors reprendre une vie normale. Nous devons prier pour tous ceux qui souffrent en ce moment, ceux qui croupissent dans les camps de travaux forcés, et ceux qui se battent pour hâter la fin de cette guerre. » Compte tenu de son incapacité à trouver un emploi, ma mère dut vendre tous les objets de valeur que nous possédions, afin de pourvoir à nos besoins immédiats. Tout ce que mes grands-parents avaient accumulé avec le temps, les bijoux, les bibelots, les meubles non indispensables, furent peu à peu vendus à un antiquaire. Lorsque tout fut dispersé, ma mère dut trouver d'autres sources de revenus. Elle décida de collecter les vieux journaux et le verre qu'elle pouvait trouver dans les poubelles, tôt le matin. Je l'accompagnais souvent dans le voisinage lorsqu'elle ramassait ses rebuts. Nous les empilions dans notre cour, et 1 fois par semaine nous revendions tout à un centre de recyclage, de quoi tenir jusqu'à la semaine suivante. Même avec de l'argent, on ne pouvait pas toujours acheter tout ce dont nous avions besoin. Les prix pratiqués par le marché noir étaient très élevés, et ma mère ne pouvait dilapider ainsi le peu d'argent qu'elle avait pu récolter. La nourriture qui nous était allouée en échange de nos tickets de rationnement n'était pas suffisante pour apaiser notre faim. Maman décida alors d'aller aux Halles de Paris, le centre de distribution de produits agricoles de la capitale, pour essayer de trouver quelques aliments qui nous permettraient de compléter notre ration alimentaire. Il arrivait en effet qu'un chargement de fruits ou légumes se révèle partiellement endommagé à son arrivée à Paris. Les conducteurs de camions déversaient alors leur chargement sur la chaussée. Des mendiants et de gens aussi faméliques que nous farfouillaient parmi ces déchets, afin d'y trouver quelque chose de comestible. Peu de gens étaient prêts à s'abaisser ainsi pour se procurer quelques pittances,
mais ma mère n'avait aucune hésitation à se joindre à ces malheureux, car au bout du compte cela lui permettait de trouver un peu de nourriture pour surmonter les privations. Nous apprenions aussi à contourner les règlements qui nous étaient imposés, dans la mesure où nous pensions avoir des chances raisonnables de ne pas être attrapés. Bien que les Juifs aient perdu le droit de se faire embaucher, ma mère eut la chance de trouver un emploi. Le propriétaire d'un magasin de confection lui offrit un poste de vendeuse à temps partiel. Il avait besoin d'une personne parlant allemand, afin de vendre ses vêtements aux soldats qui venaient faire des achats dans son magasin. Le propriétaire et ma mère savaient quelles pouvaient être les conséquences d'une telle infraction à la loi, mais il était prêt à prendre le risque. Ma mère priait, et espérait que nos voisins ne nous dénoncent pas à la police. Un jour, il se trouva qu'un soldat allemand en uniforme examinait les vêtements, et en passant, révéla à ma mère qu'il était électricien dans la vie civile. Ma mère lui avoua alors qu'elle avait essayé en vain de trouver un électricien qui puisse venir à l'appartement pour réparer un circuit défaillant. Sans la moindre hésitation, le soldat offrit ses services et accepta de venir chez nous pour résoudre le problème. Il attendit que ma mère eût fini son travail, et tous deux marchèrent en direction de notre domicile. Lorsque je vis le soldat en uniforme vert entrer dans notre appartement, je fus terrorisée à l'idée qu'il venait nous arrêter. Mais comme ma mère gardait son calme tout en lui parlant, je compris qu'il n'y avait pas péril en la demeure. L'Allemand se dirigea immédiatement vers le panneau électrique et répara le circuit en quelques minutes. Elle le remercia, puis le raccompagna jusqu'à l'artère principale où ils prirent congé l'un de l'autre. Nos voisins n'en crurent pas leurs yeux. Ils se demandèrent comment ma mère pouvait avoir un contact aussi amical avec un soldat ennemi. Ils savaient qu'elle n'était pas ce genre de femme à s'impliquer dans une affaire louche avec un Allemand, ou à s'engager dans ce qu'on appelait à l'époque la collaboration horizontale. Ils ne retinrent qu'une seule explication au comportement singulier de ma mère. Elle devait travailler comme informatrice pour le compte des autorités allemandes. Cette présomption erronée nous rendit cependant un grand service. Elle nous mit à l'abri d'une dénonciation à la police. 3. Arrestation et déportation. En mai 1941, à la demande des autorités allemandes, la police française entreprit d'arrêter des Juifs de sexe masculin sur une base sélective. Les premiers concernés furent les étrangers, les Polonais, Tchèques et Autrichiens déclarés apatrides. Les milieux officiels clamaient que ces contingents d'hommes étaient destinés à servir de main-d'œuvre dans des usines allemandes, afin de remplacer ceux qui avaient été incorporés dans l'armée. Ces malheureux furent arrêtés à leur domicile, ou convoqués dans un commissariat de police pour une prétendue vérification d'identité. Dans la plupart des cas, ils furent mis en garde à vue sans autorisation de retourner chez eux pour y récupérer quelques effets personnels. Ils furent ensuite répartis dans des camps de regroupement, et finalement déportés en Allemagne sans que leurs familles ne reçoivent la moindre information quant au lieu de leur destination. Quelques mois plus tard, le commandant en charge des affaires juives à la Gestapo déclara que les Juifs étaient tous des communistes et des agents de Staline. Avant longtemps, les Allemands ordonnèrent que les femmes fussent également appréhendées. La police entreprit alors d'arrêter des familles entières, y compris les bébés et les femmes enceintes afin de les acheminer vers les camps. Dans les notes officielles, il était stipulé que ces familles seraient installées à l'Est. Après la libération, nous apprîmes avec consternation que cette expression était un terme codé que les Allemands utilisaient pour signifier que ces familles seraient exterminées dans les camps de la mort. Peu de temps s'écoula, avant que les Juifs devenus français par naturalisation ne fussent aussi arrêtés. La police pointait leurs noms et adresses sur des listes constituées un an auparavant, après que les autorités avaient ordonné aux Juifs de s'immatriculer dans les mairies. Nous étions piégés en milieu urbain, comme du gibier dans la futaie. Toute personne dérogeant, intentionnellement ou non, à l'une des réglementations appliquées aux Juifs, était automatiquement arrêtée puis déportée dans un camp de concentration. La police ne prenait en compte aucune excuse ou circonstance atténuante. Il ne nous restait qu'à prier et espérer que personne ne nous dénonce à la police, car toute accusation, fondée ou non, pouvait avoir de tragiques conséquences. Nous avions la chance d'avoir une voisine aimable et pleine de compassion, Madame Paquet.
Elle était juive et son mari était catholique, mais elle avait délibérément refusé de se déclarer juive lorsque les autorités nous avaient ordonné de le faire, quelques semaines après l'invasion de la France. En fait, personne ne savait qu'elle était juive, excepté ma mère. Afin d'échapper à toute suspicion, elle prenait soin de ne jamais adresser publiquement la parole à ma mère. Elle s'arrangeait pour l'inviter chez elle après la tombée de la nuit, pour une conversation détendue. Madame Paquet était habituellement bien informée des faits et gestes de la police parisienne, car son mari avait des contacts étroits avec plusieurs fonctionnaires. Lorsque de nouvelles arrestations étaient planifiées, elle nous le faisait savoir aussitôt. Nous faisions alors passer ces informations à nos amis juifs, afin qu'ils aillent se cacher sans tarder. Nous avions le pressentiment que tôt ou tard, la police élargirait le champ de ses activités pour arrêter tous les juifs, afin de satisfaire les quotas fixés par les nazis. Même ma grand-mère, qui était très attachée à son chez-soi, était prête à partir avec nous au cas où la situation se dégraderait. Les autorités avaient institué un système bien rodé, qui incitait chaque citoyen à informer la police s'il apprenait que des juifs ou des résistants se cachaient dans leur quartier. Nombreux furent ceux qui furent ainsi dénoncés par des voisins qui considéraient ces persécutions raciales justifiées, ou qui convoitaient simplement une récompense pécuniaire. Un matin, nous fûmes réveillés très tôt par une agitation venue de la rue. Plusieurs agents de police venaient d'arriver, et l'un d'eux tenait une liste entre ses mains. Ils étaient en train de répertorier les adresses des personnes qu'ils s'apprêtaient à interpeller. Ils se dirigèrent vers le pavillon en face de chez nous, frappèrent à la porte et prononcèrent à haute voix. « Ouvrez, police !» Ils entrèrent et accordèrent à nos amis 2 minutes pour rassembler quelques effets personnels, et enfouir le tout dans une valise. Ils furent ensuite dirigés vers un bus qui avait été réquisitionné à cet effet, puis transportés vers un lieu de regroupement. Les enfants pleuraient, la grand-mère marchait avec difficulté mais la police insistait pour qu'ils se déplacent plus rapidement. « Vite, vite !» criait-il, « nous n'avons pas de temps à perdre. » À travers les rideaux de notre appartement du second étage, nous avons observé cette scène horrible avec grande consternation. Pensant que nous serions les prochains sur la liste, ma mère prépara en toute hâte une petite valise pour mon frère et moi-même. J'entends encore la voix d'une voisine, une femme entre 2 âges en tenue grise de paysanne, qui pointait son doigt en direction de notre appartement et demandait aux policiers. « N'allez-vous pas arrêter ces youpins ?» Après avoir entendu notre nom, l'agent vérifia sur sa liste et déclara. « Non madame, pas cette fois-ci. » Mon camarade Jacques ainsi que toute sa famille furent arrêtés ce jour-là. Jacques et moi allions ensemble à l'école presque tous les jours. Je ne l'ai plus jamais revu. J'aurais voulu lui dire au revoir, mais ma mère m'en dissuada. Il ne faut pas que la police sache que nous sommes ici. Les voisins qui avaient été les témoins de ces scènes tragiques réagirent de manière différente. Certains affichaient abattement et tristesse, d'autres ne montraient aucun signe d'émotion particulière. En temps de guerre, les gens s'accoutument à toutes sortes d'événements inhabituels, au point que même l'arrestation de jeunes enfants et de vieillards ne les choque plus. Influencés par la propagande distillée par la radio et la presse, nombre de citoyens en étaient venus à donner du crédit aux fausses accusations répandues à propos des Juifs. Seuls ceux qui avaient de proches contacts avec eux savaient qu'il s'agissait de mensonges. Je ne savais pas ce qu'était un Juif à l'époque. Bien que ma mère eût tenté d'expliquer à mon frère et à moi que Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.